peu embêté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde édition des webinaires de France Asso Santé. Alors nous démarrons, il est tout juste 13 heures. Vous êtes plus près de 120 personnes, vous êtes inscrites à ce webinaire. On voit que on a un peu plus de 60 personnes qui sont déjà présentes, mais nous démarrons. Alors, je me présente d'abord, je suis Amandine Allaire, coordinatrice de la délégation France Asso Santé Pays de la Loire. Pour celles et ceux qui découvrent ces rendez-vous webinaires France Asso Santé, sachez donc que ce sont des rendez-vous que nous avons initiés ce début d'année 2021. Le principe, ce sont des conférences en ligne qui sont animées par des représentants de notre Union régionale des associations agréées du système de santé sur des sujets, des enjeux de santé qui comptent pour nous en région Pays de la Loire. Vous avez la possibilité, vous, en tant que participant qui suivez la conférence, d'intervenir sur le chat, comme Monsieur Grélard vient de le faire. Donc, vous pouvez poser vos questions, mettre vos commentaires sur le chat donc en ligne. On aura des temps dédiés durant la conférence pour pouvoir répondre au maximum aux questions qui sont posées et soumettre éventuellement des commentaires. Alors pour ce second rendez-vous, on a retenu le thème de la décision médicale partagée. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la Journée européenne de vos droits en santé, l'édition 2021. Alors la Journée européenne de vos droits en santé, c'est un événement phare pour notre union des associations agréées en santé. C'est l'occasion de faire connaître, promouvoir au grand public leurs droits en santé. Et donc pour cette édition 2021, on a retenu le thème de la décision médicale partagée. La décision médicale partagée, c'est un fondement quand on parle des droits en santé, des droits des usagers du système de santé. Et c'est aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur en Pays de la Loire, puisque nous menons des actions. Nous avons un groupe de travail dédié au sein de la délégation France Asso Santé depuis fin 2018 sur ce thème-là, et on mène différentes actions en région sur ce sujet. Alors pour évoquer ce thème de la décision médicale partagée aujourd'hui avec nous, nous avons la chance d'accueillir Florence Navatoni, qui est juriste et coordinatrice adjointe de la ligne Santé Info Droit. Elle vous dira quelques mots sur la ligne dans quelques instants, ainsi que Miguel Jean. Miguel Jean, qui est directeur de l'espace éthique, de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, qui nous dira aussi quelques mots sur le RPL dans quelques instants. Le webinaire sera animé par deux représentants des usagers. Nadine Gourdon, qui est représentante des usagers en Vendée et membre du comité de la Ligue contre le cancer, le comité de la Ligue contre le cancer en Vendée. Et Guillaume Châtelain, qui est également représentant des usagers en Loire-Atlantique et président de l'association française des traumatisés crâniens de Loire-Atlantique. Avant de laisser la parole à Guillaume et Nadine qui vont démarrer avec les premières questions, je laisse Florence dire un mot sur Santé Info Droit, et Miguel Jean ensuite pour le RPL. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Florence Navatoni, je suis coordinatrice adjointe de Santé Info Droit, qui est donc la ligne d'information juridique et sociale de France Asso Santé. Elle a été créée en 2006, initialement par le collectif interassociatif sur la santé, le CIS, pour certains qui connaissent déjà, et évidemment, elle continue à être mise en œuvre par France Asso Santé au niveau national. Et donc, on répond à toutes les questions juridiques et sociales en lien avec la santé, ce qui recouvre un champ assez large. Et pour vous donner une petite idée, on est en 2020, on a reçu 8700 sollicitations. Je dis sollicitations parce que ce sont des appels, mais aussi des courriels. Il y a 1600 courriels par an, ce qui est un travail pas négligeable pour les juristes que nous sommes. Et les appels ont une durée moyenne de 17 minutes. Donc, c'est des appels assez longs, assez denses, dans lesquels on fait le point un peu sur la situation des personnes malades pour la plupart. Et donc, on est ouvert tous les après-midi, mais là, vous avez eu l'affiche, l'après-midi, tous les après-midi de 14h à 18h et jusqu'à 20h les mardis et jeudis. Et les écoutants sont tous des juristes ou des avocats. Merci Clémence.
Miguel Jean, si vous voulez dire un mot sur le RPL. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Merci de m'accueillir autour de cette table numérique. Donc, je suis praticien hospitalier au CHU Nantes et vous l'avez rappelé, directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Alors, c'est une structure qu'on trouve dans toutes les régions de France, une structure d'appui dans le champ de l'éthique, dans le champ de la santé. Alors, juste un point pour dire comment on fonctionne. On n'est pas là pour dire comment les professionnels ou les citoyens doivent penser, travailler l'éthique, mais bien pour accompagner toutes les initiatives locales. Alors, on contribue dans cet accompagnement grâce à des formations, des sessions de sensibilisation à la démarche éthique. On va vers les établissements, à la fois sanitaires, médico-sociaux, mais aussi vers les associations, et puis vers les citoyens, qui sont évidemment des acteurs tout à fait légitimes dans cette réflexion éthique. Puis on organise des colloques autour de thématiques qui traversent le soin et l'accompagnement. C'est aussi bien le respect de l'intimité que le partage de l'information, que la liberté d'aller et venir, que ce soit en période de pandémie ou pas. Donc voilà, en quelques mots. Très bien, merci beaucoup. Je vais laisser Guillaume et Nadine démarrer le webinaire. Je m'excuse parce que j'ai quelques soucis techniques, donc je vais devoir me déconnecter, mais je vous rejoins. Vous pouvez commencer, Guillaume et Nadine. Bonjour à tous. Monsieur Jean, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous préciser tout simplement que veut dire décision médicale partagée? Parce que chaque mot a son sens. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point? Oui, tout à fait. Mais je vais le faire sous le contrôle de Florence, tant il y a des résonances juridiques dans cette formulation. Donc, décision médicale partagée, en quelques mots, c'est un concept plutôt anglo-saxon, puisqu'en fait, c'est une traduction d'une formule anglaise ou américaine précisément, qu'on a traduit par décision médicale partagée. Bon, ça date des années 90, fin des années 80, début des années 90. Et ça a été promu par la Haute Autorité de Santé, je dirais d'entre 2010 et 2015, aux alentours de 2012-2013 de mémoire. L'idée, c'est deux choses. Première chose, considérer le patient comme une personne, comme un sujet capable de s'exprimer et de recevoir des informations. C'est ça, le socle de cette décision médicale partagée. Dans la pratique, on peut considérer qu'il y a deux temps dans cette décision médicale partagée. Le premier temps, ça va être un temps d'information. Le médecin va informer le patient ou la patiente des éléments en sa possession, à la lumière de ses connaissances sur le sujet, va l'éclairer, et j'insiste sur ce mot, de façon loyale, explicite, adaptée à son niveau de compréhension. Il ne s'agit pas d'aller délivrer une information standard, calibrée, unique, mais bien d'adapter la communication à la personne. Ça me semble essentiel dans la pratique du soin ou de l'accompagnement, de tenir compte de cette singularité. Et puis, deuxième temps, c'est un temps qu'on va dire un temps de décision. Un temps de décision où, conjointement, et c'est vraiment ça le mot important, conjointement, l'orientation thérapeutique, la décision, la conduite à tenir va être déterminée, on va dire de façon symétrique, entre le soignant et le patient ou la patiente. Alors je dis le soignant exprès parce que ce qui me gêne un peu, mais j'y reviendrai, sur cette formulation décision médicale partagée, c'est que ça ne devrait pas seulement concerner le médecin, mais bien les soignants, tous ceux qui sont en charge de prendre soin ou d'accompagner la personne. Voilà, j'ai répondu un peu rapidement, mais j'y reviendrai sur ces différents aspects, mais j'ai essayé de répondre à la question que vous me posiez.
Votre micro est coupé. Oui. Guillaume, ton micro est coupé. On n'entend pas, Monsieur Châtelain. Oui, Guillaume, ton micro est coupé. Votre micro est coupé, je sais de le réenclencher. C'est bon. Est-ce que ça va mieux là? Oui, on vous entend Donc, très bien. je disais, Madame Navotny, est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage juridique, parce qu'on a bien compris que c'était une notion un peu sensible. Qu'est-ce que dit la loi vraiment autour de ça? Alors, la loi ne parle pas de décision médicale partagée. C'est pas une notion qui est inscrite dans la loi. Ce que dit la loi, c'est qu'elle dit, elle décline un peu ce que vient de nous dire Miguel Jean. Elle donne un droit à l'information. Donc, quand on dit la loi, c'est la loi du 4 mars 2002 qui a quand même consacré tous ces principes. Et il y a 2 principes sur lesquels on peut se fonder. C'est le droit à l'information qui est prévu par l'article L1111-2 du Code de la santé publique. Peut-être je vais vous épargner toute cette codification. On va dire le Code de la santé publique prévoit un droit à l'information pour le patient. Cette information, elle porte sur son état de santé d'abord, et puis sur les investigations, les traitements préconisés par le professionnel de santé, puisque la loi vise effectivement les professionnels de santé et pas que les médecins, pour rebondir aussi à ce propos. Et puis, le pendant du droit à l'information, c'est son corollaire, c'est évidemment le consentement. Donc ça, c'est les termes utilisés par le Code de la santé publique. Le consentement libre et éclairé de la personne. Donc libre et éclairé, par définition, c'est pour qu'il soit éclairé, il faut qu'il y ait une information qui soit claire, appropriée et adaptée pour que le patient puisse consentir. Et effectivement, le texte commence en nous expliquant que toute personne prend avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Et là, c'est assez intéressant aussi, puisque on n'est pas que sur une décision médicale, on est sur une décision qui concerne sa santé au sens large du terme, ce qui permet de rejoindre un petit peu la définition notamment de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous précise que la santé, c'est pas que le médical, justement, c'est pas que le soin, c'est pas que. Donc c'est intéressant de prendre tout ça en compte de manière plus large. Je peux ajouter quelque chose, monsieur Guillaume? Est-ce qu'il y a des limites légales à la décision médicale partagée? Est-ce qu'il y a des limites dans le sens, le soignant, est-ce qu'il a une obligation de proposer la décision médicale partagée? Et dans les textes juridiques, jusqu'où il peut aller? Alors, le professionnel de santé, il prend pas de décision de manière isolée. Lui, son devoir, c'est d'informer le patient, et la décision, elle est prise en collaboration entre le patient et le professionnel de santé. Donc après, il y a des limites de contexte presque, il y a des limites aussi juridiques. Je ne sais pas si on les abordera peut-être dans la deuxième partie, je crois, mais il y a pas mal de limites, par exemple sur le consentement écrit. Il y a des situations juridiques qui exigent un consentement écrit, qui sont précisément prévus par les textes, ce qui signifie, à contrario, que dans toutes les autres situations, c'est pas l'écrit qui est important. L'écrit est considéré comme étant une preuve que l'information a bien été délivrée, que le patient a bien consenti, mais en soi, les textes ne prévoient pas que le consentement soit écrit, sauf dans des cas particuliers.
ce qui signifie que l'information doit être donnée oralement lors d'un entretien individuel et que le consentement, il doit être donné également oralement. Et c'est en ça que la décision est partagée. L'écrit en soi n'est pas une preuve que la décision a été prise de manière collégiale et partagée. Miguel, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. Par rapport à l'aspect strictement juridique que vous venez de rappeler, Florence, un aspect qui est évoqué avec la DMP, la décision médicale partagée, dans ce que nous dit l'HAS, et qui ne va pas s'inscrire dans la loi, évidemment, dans ce qu'on dit là, c'est que dans le premier temps que j'ai évoqué tout à l'heure, ce temps d'information du patient ou de la patiente par le médecin, il y a aussi un temps du côté du médecin d'écoute de ce qu'a à lui dire le patient ou la patiente sur ses symptômes, mais pas que, aussi sur la façon dont il vit cette situation médicale qui l'a conduit à rencontrer ce soignant, sur la façon dont il s'inscrit dans le futur avec tel ou tel traitement ou telle intervention qui pourrait lui être proposée. Je dis ça parce que c'est vraiment dans l'esprit de la symétrie que j'évoquais tout à l'heure que ça s'inscrit, ce premier temps. À la fois un temps de délivrance d'informations de la part du médecin en direction du patient ou de la patiente, et de l'autre côté, un temps d'écoute de la part du soignant de ce que le patient ou la patiente a à lui dire de sa maladie ou de sa situation. Ça, c'est tout à fait important, et ce n'est pas tout à fait ce qui apparaît dans l'article 1111-4 du CSP. Oui, tout à fait. C'est des choses qui n'apparaissent pas dans la loi, qui ensuite ont été. C'est pour ça que la Haute Autorité de Santé aussi existe et à la limite, ça lui donne entre autres sur ce sujet tout son intérêt par les recommandations qu'elle peut faire auprès des professionnels, parce que la loi, le droit ne peut pas tout prévoir et j'ai envie de dire même heureusement, parce que sinon on n'aurait plus de libre arbitre. Donc c'est l'intérêt aussi de travailler en collaboration avec les professionnels de santé et oui, c'est là-dessus qu'il faut insister aussi, c'est sur l'aspect décision en santé. C'est-à-dire santé, ça veut dire aussi dans son environnement et les patients ont des choses à dire et c'est pour ça qu'il faut les écouter pour que la décision soit réellement partagée. Là où, pour moi, il y a des limites au partage de l'information, c'est dans des situations où finalement la décision peut jamais vraiment être partagée. Par exemple, lorsque le patient a la liberté de refuser le soin qui lui est proposé, au final, la décision, elle lui appartient et je ne crois pas qu'on puisse considérer qu'elle soit partagée. Et le médecin, il est obligé de respecter ce refus du soin par le patient, ce renoncement. Je préfère le terme de renoncement aux soins parce que il est différent du terme de refus de soins qui est parfois la pratique des professionnels de santé à l'encontre des usagers. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, quand le droit au renoncement aux soins par le patient, à mon avis, il n'est pas partagé par le soignant qui lui propose un soin qui est ensuite refusé. Mais c'est mon opinion, mais peut-être que Miguel, vous avez un autre avis là-dessus. Non, mais c'est vrai, mais ça va dans le sens du partage, cette capacité du soignant à comprendre les raisons du refus ou du renoncement. Je pense que c'est dans les faits ce qui se passe. C'est-à-dire que dans les faits, on est en direct, c'est normal, c'est pas grave, tout va bien. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Quand il y a un patient ou une patiente refuse ce que lui propose le soignant, on va dire ça de façon plus large, il faut aussi, mais là on va tomber dans un piège, il faut aussi que pour que ça soit partagé, le soignant comprenne les raisons du refus. Mais le piège, c'est qu'on obligerait là, dans cette situation de volonté de partage, on obligerait le patient ou la patiente à justifier de son refus, à argumenter de son refus. Et
on ne peut pas imaginer que ça soit une obligation d'avoir à se justifier de façon importante de la part du soigné. Donc là, il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est pour moi une des limites du partage, ce serait cette obligation qui serait faite à un patient de justifier des raisons de son refus pour que ce refus puisse être aussi partagé. Donc voilà, c'est peut-être le point, la limite qu'on pourrait trouver. Et puis, j'ai vu passer, je regarde sur la droite les questions qui défilent. Je suis assez d'accord avec un message que j'ai vu passer il y a longtemps, mais que le DMP, ce n'est pas la meilleure trouvaille de l'année. Hein, tant ça résonne avec d'autres choses comme le dossier médical partagé. Le DMP, bon, il aurait peut-être été plus malin de trouver une autre formulation. Mais bon, c'est une parenthèse. Je vous remercie d'avoir, entre guillemets, planté le décor. Maintenant, pratiquement, j'ai laissé la parole à Nadine, mais maintenant, la décision médicale partagée, comment ça se passe au niveau pratique? Nadine, c'est à vous. Peut-être avant d'enchaîner avec les questions suivantes avec Nadine, il y a quelques questions justement qui rebondissent sur les premiers propos introductifs. Et voilà, la terminologie revient. On a plusieurs commentaires effectivement à ce sujet. On a un premier commentaire qui dit qu'effectivement, il pourrait être judicieux de changer le terme décision médicale partagée le risque de confusion avec l'acronyme de DMP, dossier médical partagé, il est souvent signalé. On a aussi une remarque de Clémence sur d'autres pays comme le Canada qui ont fait le choix de plutôt parler de prise de décision partagée dans l'ensemble des documents officiels qui font référence à ce que nous on appelle la décision médicale partagée. Est-ce que voilà, il n'y aurait pas aussi un intérêt ou en tout cas une réflexion à mener en France sur cette notion et sur ce choix des mots décision médicale partagée? Qu'en pensez-vous? Vous nous posez la question à tous les deux, j'imagine. C'est pour vous, Miguel, je crois. Oui, mais tout à fait. Hein. Là, pour le coup, vos avis, vous deux, nous intéressent. Oui, mais je viens d'en parler un petit peu. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il faudrait trouver une autre façon d'expliquer l'état d'esprit. C'est plus ça, moi, qui m'intéresserait. Ça serait de dire, voilà, on est dans une posture qui n'est pas une posture, je parle des soignants, hein, on est là dans une posture qui n'est pas une posture en surplomb, on n'est pas dans une posture asymétrique, et en tout cas, on va tout faire pour essayer de gommer cette asymétrie. C'est-à-dire considérer que la personne qu'on a en face de nous est tout aussi légitime que nous pour réfléchir, si on fait l'effort de lui donner les moyens de cette réflexion. Ce qu'on appelle dans le champ de la réflexion éthique le respect de son autonomie, c'est-à-dire de sa capacité à décider pour elle-même. C'est finalement une façon de valoriser son autodétermination. Si on est là dans cette posture, peu importe le vocabulaire, c'est plus le fond, moi, qui m'intéresse, que la formule. On peut mettre des jolies formules, mais si la posture n'est pas raccord avec cette formule, ça va le faire. On a une intervention de Giovanna Marsico qui indique que la définition correcte est bien la prise de décision partagée en santé. Donc voilà, ouais. En tout cas, c'est un sujet important parce que les mots comptent malgré tout pour que ce soit clair dans les esprits. On a aussi une question autour du consentement écrit. Gérard Allard demande ce que vous pensez des pratiques de certains établissements de demander ce consentement par écrit, notamment avant une intervention chirurgicale. Du mal, pour
pour être direct, c'est ce que j'ai commencé un petit peu à décrire tout à l'heure, c'est une dérive, on va dire, juridique. Cette demande de consentement écrit. Donc, la loi prévoit des cas vraiment précis où ce consentement doit être écrit. C'est notamment le cas dans cas de tests génétiques, en cas d'IVG. Enfin bon, je vais pas tout vous lister, mais il y a quelques cas prévus par le Code de la santé publique, notamment en bioéthique, où ce consentement est exigé de manière écrite. Mais c'est les seuls cas où c'est prévu. Donc, la dérive, en fait, consiste pour le professionnel ou les établissements de santé, de considérer que cet écrit qui sera signé par le patient constitue une preuve que le patient a bien été informé sur les circonstances de l'intervention, les éventuels effets secondaires, et que par là même, il a rempli son obligation d'information et qu'il ne pourra pas être reconnu responsable pour un défaut d'information ou pour ou pour un vice de consentement de la part de l'usager. C'est faux. La jurisprudence a toujours démontré l'inverse, c'est-à-dire qu'un écrit en soi ne suffit pas à démontrer que le patient a bien été informé et qu'il a consenti de manière libre et éclairée. Et d'ailleurs, le Code de la santé publique prescrit bien que cette information préalable aux soins doit être faite lors d'un entretien individuel. Un entretien individuel, ça signifie ce que ça signifie, c'est oral, et on doit prendre le temps d'expliquer, d'informer, et que le patient ressorte de la consultation qui a duré 5 minutes, la consultation préopératoire qui a duré 5 à 10 minutes ou 15 minutes. D'ailleurs, peu importe le temps, en fait, ça se mesure même pas en temps, parce que parfois, en 5 minutes, un professionnel répond à tous les questionnements du patient qui est en mesure de les comprendre. C'est pas une question de temps. Mais quoi qu'il arrive, cet écrit-là n'est pas une preuve en soi que le professionnel a rempli son obligation d'information et que le patient a compris ce qui lui a été dit. Donc en tout cas juridiquement ça tient pas la route, et alors éthiquement encore moins, je pense, Miguel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Florence, comme souvent d'ailleurs, et en particulier là, oui. Alors ça ne dégage pas de la nécessité de cet entretien face à face. Et alors j'insisterai quand même sur la temporalité de cet entretien. C'est-à-dire qu'il ne doit pas intervenir dans la phase aiguë, où on vient d'annoncer un diagnostic effroyable. La capacité d'écoute, elle est altérée par le vécu, le ressenti de la personne. Ça veut dire que cet entretien d'information doit se trouver à un temps où l'écoute est la plus favorable. Premier point. Et deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec Florence, ce n'est pas la durée de l'entretien qui va en faire la qualité, c'est le contenu, et le point le plus important, c'est la disponibilité du soignant au moment où le patient ou la patiente veut poser des questions. Parce que pour l'avoir vécu pendant des années, on a le sentiment, après un entretien, souvent, surtout quand on est jeune soignant, qu'on a développé tous les trésors de la pédagogie et évidemment, le patient a compris ce qu'on lui a dit. Mais avec l'expérience, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la réalité, que trop d'informations à enregistrer en même temps, c'est souvent difficile, et qu'on a besoin de temps pour digérer ce qu'on a entendu. Et c'est là où la disponibilité du soignant doit être importante pour que, le moment venu, retourner à la maison, après avoir réfléchi, discuté avec ses proches, on puisse réinterroger le soignant sur des questions qui étaient passées inaperçues la première fois. C'est pour ça que ce consentement écrit, il a aucun intérêt, aucun intérêt. C'est même pas un moyen, et Florence l'a dit, c'est même pas un moyen en cas de recours parce que la jurisprudence l'a montré. Donc il faut privilégier le colloque singulier en tenant compte de la personnalité de ceux dont on s'occupe.
Merci. On a plusieurs commentaires sur des situations spécifiques, les situations d'urgence ou lorsqu'un patient n'est pas conscient. Je pense qu'on va y revenir hein, sur les domaines qui peuvent être plus favorables ou à la décision médicale partagée, à une prise de décision partagée, et d'autres de situations pour lesquelles une prise de décision partagée s'avère peu judicieuse ou inappropriée. Mais peut-être d'ailleurs, Nadine, rebondir sur une question qui fait le lien avec un sujet que tu souhaites aborder, c'est la question qui a été posée par un participant qui cite des enquêtes sur la décision médicale partagée et qui évoquerait que 37% des patients se disent impliqués dans les décisions médicales en France, alors que ce taux est de 60% pour la Suisse, voire 80% pour l'Australie. Donc, je ne sais pas, Nadine, si tu veux rebondir sur ce questionnement. Pourquoi en France on a ces taux-là et quelles sont les autres enquêtes que tu peux mentionner? Ton micro est coupé, Nadine. Effectivement, j'ai vu ces informations et il est surprenant qu'en France, on ait le sentiment d'être moins interrogé que dans les autres pays. J'arrive pas à retrouver où je l'ai lu tout à l'heure. Mais en France, y a-t-il des domaines plus propices que d'autres à l'application de la décision médicale partagée? Peut-être nous l'utilisons moins que dans d'autres pays. Alors, je peux essayer de répondre. Alors, il y a surtout des domaines où c'est pas propice du tout. Alors, quand on dirait, je dirais même pas propice, mais où c'est pas possible en fait, parce que normalement, on doit faire en sorte que dans tous les domaines ce soit possible. Donc, il y a certaines situations, on va dire, où c'est impossible, voire difficile ou impossible. Les situations d'urgence médicale, évidemment, ne permettent pas de recueillir le consentement de l'usager qui est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'essaye pas quand même. Alors, en fait, si c'est possible, on peut toujours essayer de trouver une personne de confiance ou la famille ou les proches qui seraient susceptibles de relayer l'avis de la personne, de l'usager concerné. Mais c'est vrai que quand il y a une urgence vitale, par exemple, les professionnels prennent la décision médicale qui est adaptée à la situation. Mais est-ce que là, on ne fait pas intervenir quand même la personne de confiance? Parce que dans la vigilance sur les soins en psychiatrie, le consentement, la personne ne le donne pas forcément. C'est peut-être plus la personne de confiance qui va pouvoir relater le pourquoi on est dans cette situation. Lui n'est peut-être pas forcément capable de voir ce qui ne va pas. Alors, les soins psychiatriques, c'est encore une autre difficulté. Mais c'est un point que j'avais envie d'éclaircir quand même. C'est vrai que, alors déjà, tous les soins psychiatriques ne sont pas considérés comme, ne relèvent pas de la mesure de contrainte. C'est seulement lorsque l'on considère que la personne n'est pas en mesure de consentir à ces soins et qu'elle présente un danger pour elle-même ou pour les autres, qu'on met en place une mesure de contrainte. C'est déjà une mesure extrêmement grave en soi. Donc heureusement qu'il y a ce cadre juridique qui permet quand même de la limiter au maximum. Parce que l'idée quand même, c'est de pouvoir accepter le soin. Et y compris lorsque les soins psychiatriques sont sous contrainte, ça ne veut pas dire qu'on est dans le no man's land du consentement. C'est-à-dire que les professionnels de santé qui interviennent auprès des patients soumis à une contrainte, c'est-à-dire hospitalisés sans leur consentement, par exemple, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas rechercher
l'adhésion du patient aux soins psychiatriques qui vont lui être délivrés. D'ailleurs, les textes le précisent, hein, les textes du Code de la santé publique le précisent. La personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise même... Alors, attendez, je reprends le texte. Est mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état. L'avis de cette personne sur les modalités de soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. C'est-à-dire que, y compris une personne dont on a considéré à un moment qu'elle n'était pas en mesure de consentir à des soins psychiatriques et qu'elle constituait un danger pour elle-même ou pour les autres, à qui on a réduit fortement la liberté d'aller et venir, puisqu'en fait, on l'a enfermée dans un établissement psychiatrique, quand même, alors même qu'elle n'avait pas commis d'infraction pénale, enfin, il faut quand même rappeler le contexte de ces mesures-là, y compris dans cette mesure-là, le professionnel a pour mission d'essayer de rechercher l'avis de ce patient et son consentement, toujours dans l'esprit aussi de le faire adhérer aux soins, parce qu'on ne reste pas hospitalisé en psychiatrie toute sa vie. Enfin, en tout cas, on essaye de pas l'être. Donc, l'idée, c'est de les faire adhérer aux soins aussi. Miguel ? Oui, alors, juste pour revenir sur les limites de cette décision médicale partagée, il ne faudrait pas tomber dans l'excès de considérer que c'est une obligation pour tous les patients ou toutes les patientes. C'est-à-dire que ça doit rester une liberté de choisir, de contribuer à cette décision partagée. Dès lors que ça deviendra une injonction, on sera loin de l'objectif. S'agissant des personnes qui sont en difficulté pour s'exprimer, je pense là aux troubles cognitifs de la personne âgée, mais pas seulement. Je pense aussi aux personnes en situation de handicap. Je pense à ces patients ou patientes qui ne maîtrisent pas la langue. Pour celles-là, ça ne doit pas, malgré les difficultés à recueillir le consentement, ça ne doit pas dispenser de délivrer de l'information. C'est-à-dire que je fais une distinction entre obtenir un consentement, recueillir un consentement et rechercher un consentement. Dans les deux cas, ça passe par délivrance d'informations, de sorte qu'on considère la personne non pas comme un objet, mais bien comme un sujet. Quelle que soit sa situation médicale, quel que soit son état de santé, ça reste une personne. Et à ce titre, cette personne doit bénéficier d'informations la concernant, même si, encore une fois, on aura du mal à recueillir un consentement clair, facile à recueillir. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les jours, dans les établissements médico-sociaux, par exemple, avec soit les personnes âgées, soit les personnes en situation de handicap, cette question se pose. Mais la compétence des professionnels à traduire, à décrypter des manifestations d'une expression, d'un refus, d'une opposition, c'est le meilleur moyen pour éviter d'imposer des soins. Hein. C'est extrêmement important, cette affaire-là. Et donc, considérer que ce sont des personnes légitimes et qu'elles doivent recevoir des informations, ça, c'est tout à fait important. Et c'est ce qu'on enseigne. Hein. Moi, je l'enseigne à mes étudiants. Même si on a devant nous des personnes qui ne sont pas en mesure de s'exprimer, il faut considérer qu'elles sont légitimes pour recevoir ces informations. Et puis, on prend l'exemple des majeurs protégés sous tutelle. Hein, tutelle, je vous rappelle, c'est la représentation. Eh bien, même pour ces personnes sous tutelle, on doit rechercher leur consentement. Hein, la loi le précise, mais avant même la loi, on le faisait. Hein, c'est-à-dire, on ne s'adresse pas au tuteur, on peut s'adresser au tuteur, mais on ne disqualifie pas la personne au motif qu'elle est en situation de handicap. Ça reste une personne. Merci. Et bien sûr, il y a donc des... Quand les gens sont en état de
d'entendre, de comprendre, de partager. C'est une démarche effectivement qui apporte beaucoup et qui est une grande avancée. Et pour celles effectivement qui ne sont plus en état de parler et d'agir, donc j'entends bien que les proches vont quand même être écoutés, même si il y a aussi les proches et la personne de confiance, qui n'est pas forcément toujours quelqu'un de proche. Alors, les textes sont assez clairs là-dessus. Alors tout à l'heure, on parlait d'urgence, où là, effectivement, on avait un problème de temps médical, enfin de temps à pouvoir consulter les personnes qui sont susceptibles de relayer l'avis. Mais dans les cas où il n'y a pas d'urgence vitale, effectivement, les textes sont assez clairs sur le fait que lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, et là je rejoins ce que disait Miguel tout à l'heure, hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle souhaite. Il ne s'agit pas de handicap, que ce soit physique ou cognitif, il s'agit vraiment d'une personne qui est, je ne sais pas, dans le coma. Après, moi je ne suis pas du tout médecin, mais des situations médicales où il est impossible d'obtenir son consentement d'une manière ou d'une autre. Dans ces cas-là, les textes prévoient effectivement que il faut d'abord consulter les directives anticipées, si toutefois il y en a. Puis la personne de confiance, si elle a été désignée, effectivement, c'est pas forcément un membre de la famille, c'est une personne qui a été désignée par la personne lorsqu'elle était en état d'exprimer sa volonté, et donc à son propre choix. Et puis, s'il n'y a pas de personne de confiance, à défaut, donc ça veut dire primauté à la personne de confiance, quoi qu'il arrive, et si elle n'existe pas ou si elle n'est pas joignable, la famille ou les proches du patient, qui sont à ce moment-là consultés. Quand on dit consulter, ça veut dire qu'ils ne décident pas. Les soignants les interrogent, non pas sur leur propre avis à eux, et ça c'est très important parce que il ne s'agit pas qu'ils relayent leur opinion sur est-ce qu'on arrête ou pas les traitements concernant cette personne. Ils doivent relayer ils doivent se faire le porte-parole de ce que la personne qui est actuellement hors d'état d'exprimer sa volonté, le choix qu'elle aurait fait concernant sa santé. Et c'est toute l'importance par exemple, lors de la désignation de la personne de confiance, c'est toute l'importance de dialoguer avec sa personne de confiance lorsqu'on la désigne. Et c'est en ça que le législateur de 2016, lorsque la loi de mémoire, je crois que c'était lorsque la loi Leonetti, la loi sur la fin de vie, a été réactualisée entre guillemets, puisqu'elle est plus ancienne, la loi initialement. Ils ont ajouté cette nécessité que la personne de confiance co-signe la désignation. Et alors, moi, à l'époque, en tant que bonne juriste que j'étais, je me disais, mais ça n'a pas de sens, ces signatures, pourquoi toujours signer des choses, quel intérêt? Et en fait, j'ai compris après coup l'intérêt de cette signature, qui n'était pas du tout un intérêt juridique pour le coup, qui était un intérêt de permettre cet espace de dialogue, c'est-à-dire que sinon chacun sur un bout de papier dans son bureau désigne son frère, sa sœur, et puis le frère, la sœur n'est même pas au courant de cette désignation et n'est même pas au courant des choix que la personne souhaiterait faire pour sa santé. L'intérêt de la faire signer, c'est de trouver un moment en lui disant, bah tiens, voilà, je t'ai désigné en tant que personne de confiance, il faut que tu me signes ce papier. Pourquoi tu me fais signer ça? Qu'est-ce que c'est? Enfin, quel est ce rôle? Et donc là, on instaure un dialogue, et là, enfin, on peut espérer que la personne de confiance, elle est en mesure de relayer la volonté de la personne qui n'est plus en état de l'exprimer au moment où elle se trouve dans cette situation-là. Nadine, je me permets juste parce qu'on a quelques questions dans le chat et là on a une question très concrète d'un participant qui demande si une personne âgée demande sans directive anticipée, ni personne de confiance, ni mesure de protection juridique, dont le maintien à domicile n'est plus possible, refusent d'aller en EHPAD, on pourrait quand même remplir leur dossier d'inscription EHPAD à la demande de la famille. Donc là, il y a la question de décision médicale partagée versus secret médical. Alors, attends, parce que moi, je regarde pas le chat pour pas me déconcentrer, oui. Mais du coup, il faut que tu me répètes un peu. Là, la personne, elle est en état d'exprimer sa volonté ou pas? Non.
D'accord. Donc, Parce que ça, c'est un si je truc traduis hyper bien. important. Excuse-moi, je rebondis là-dessus parce que c'est pareil. Les personnes âgées, voire très âgées, c'est pas parce qu'elles sont âgées qu'elles sont pas en mesure de consentir, et c'est pas parce que la famille est hyper présente et qu'il y a une décision éventuellement de placement en EHPAD qui doit être prise qu'on doit pas l'interroger sur ce qu'elle souhaite. Et là, du coup, c'est la situation, c'est Donc, la personne une elle est pas en personne état âgée d'exprimer. donc, qui n'est pas en état d'exprimer ses choix, ses préférences, mais qui n'aurait pas de directive anticipée ni de personne de confiance et qui ne serait pas non plus sous mesure de protection juridique, avec un maintien à domicile qui s'avérerait impossible, mais qui refuserait d'aller en EHPAD. Donc, à la demande de la famille, est-ce qu'on peut quand même... Mais qui refuse d'aller en EHPAD? La personne âgée? La personne, oui. Elle a exprimé quand même un souhait, hein, visiblement. La question, c'est que à quel moment on considère qu'elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Exactement, Et qui, je pense que c'est le fond de la qui question. le décide. Ouais. C'est très intéressant, et là, c'est là que le droit ne résout pas tous les problèmes. Peut-être que Miguel a un avis sur ces situations. Le droit dit quand même, me semble-t-il, mais vous me confirmerez ça, que le choix du lieu de résidence est un droit premier, c'est-à-dire sur lequel on ne peut pas obliger quelqu'un à aller là où il ne veut pas résider. Et si en plus cette personne ne souhaite pas aller en EHPAD, je vois mal qu'on puisse l'y conduire de force. Les seules conditions d'hospitalisation sous contrainte, c'est ce qu'a rappelé Florence, c'est dans le champ de la psychiatrie, dans des conditions extrêmement précises, très encadrées sur le plan juridique, et c'est une bonne chose, mais on voit mal contraindre une personne âgée à aller en établissement médico-social si elle ne le veut pas. Et des questions complémentaires, excuse-moi Florence, parce qu'on a des participants qui creusent un peu ce sujet-là et qui demandent, mais si elle se met, si il y a un risque de mise en danger. Et plusieurs personnes d'ailleurs vont dans ce sens en posant la question. Il y a des mesures juridiques qui peuvent être prises en urgence, comme des mesures de sauvegarde, qui peuvent être prises, y compris une mesure de sauvegarde médicale qui est possible, donc avec une décision d'un médecin. On peut saisir le procureur de la République. Il y a des choses qui peuvent être faites en urgence, effectivement, pour permettre à la personne pour faire en sorte que la personne soit intégrée en établissement. Vous auriez pu enchaîner avec le webinaire de ce matin qu'a fait Hauts-de-France sur les majeurs protégés et l'accès aux soins des majeurs protégés. C'est très intéressant. Mais il y a des situations. Il y a des situations, pile poil ces situations-là, elles sont complexes. Ou alors, Guillaume peut-être pourrait les décrire, les situations de traumatisés crâniens. C'est des situations qui, du jour au lendemain, on se retrouve hors d'état d'exprimer sa volonté, et il n'y a pas eu de mesure évidemment de juridique de protection. Il n'y a pas forcément eu de directive anticipée de personne de confiance. Enfin voilà, c'est des situations un peu soudaines où le droit ne résout pas la situation juridique et médicale, quoi. Effectivement, il y a des situations... Le micro est coupé. Oui. Vous m'entendez là? C'est bon. Oui. Effectivement, il y a des situations où des familles sont un peu démunies face à l'urgence. Et effectivement, quand rien n'est prévu, c'est compliqué. Mais là, on évoque des situations un peu particulières, que ce soit des fins de vie ou effectivement des personnes qui ne peuvent pas exprimer leur consentement. Et moi, je reviens à la décision médicale partagée, entre guillemets, de tous les jours, parce que dans les résultats que l'enquête de France Info Santé a fait, c'était les médecins généralistes. Moi, quand je vais chez mon médecin, comment se passe la décision médicale partagée? Est-ce qu'il a obligation de me proposer plusieurs choix de soins ou de médicaments? Oui, bien sûr, il a normalement en tout cas, le droit à l'information, il porte sur toutes les alternatives thérapeutiques.
Donc, ça signifie informer sur les traitements possibles et ses alternatives, évidemment, le choix du médecin sur ce que lui préconise. Mais il doit informer non seulement sur les autres possibilités, mais aussi sur les effets secondaires d'un traitement, sur qu'ils soient les plus fréquents et les plus graves, et ceux qui sont prévisibles. Donc oui, il doit le devoir d'information, il est assez large pour le professionnel de santé. Dans les résultats de cette étude, donc la grande majorité était satisfait de l'information qu'on leur avait donnée, mais il y a quand même une partie qui exprime le fait qu'ils n'ont pas eu le choix. Le médecin leur a proposé ça, et puis, entre guillemets, point final. Comment l'usager peut, entre guillemets, faire exercer son droit ou demander au médecin, au praticien, autre chose? Alors, Monsieur Jean, du point de vue éthique, est-ce que le médecin, dans sa pratique, est-ce qu'il est obligé d'écouter le patient ou s'il considère que la décision médicale c'est celle-là, entre guillemets, il a le droit d'imposer sa décision médicale? Alors, c'est pas de l'éthique, c'est plus de la déontologie dont on parle. L'idée, c'est pas d'imposer quoi que ce soit, c'est d'expliquer. Je suis très favorable à l'idée que si on prend du temps pour expliquer aux patients ce qu'on a prévu comme conduite à tenir, avec des mots simples, encore une fois, et que ça ne soit pas un jargon médical, je suis convaincu qu'on peut être dans cette décision partagée, pas forcément médicale, hein, mais si on prend l'exemple de l'antibiothérapie, on voit mal entre deux familles d'antibiotiques, sauf à tomber dans un langage très compliqué, très scientifique, auquel n'aura probablement pas accès le patient, on voit mal que le médecin mette sur la table les deux stratégies antibiotiques différentes pour demander au patient quelle est celle que vous retenez. Par contre, et c'est là où ça me semble beaucoup plus intéressant, c'est au médecin d'expliquer en quoi l'antibiothérapie a sa place dans la réponse thérapeutique et d'essayer d'expliquer pourquoi il a choisi cette voie thérapeutique face à la situation qui concerne le patient ou la patiente. C'est là où il faut faire attention à ne pas tomber dans un excès. Il ne faut pas non plus que ça se transforme en une sorte de désengagement du soignant, donnant au patient ou à la patiente le choix entre deux techniques dont il ne pourra pas maîtriser toutes les facettes. C'est là où il y a une espèce de collaboration qui doit s'installer. Chacun étant dans son rôle et chacun devant faire un pas vers l'autre. Hein, et pour réduire l'asymétrie dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis, il faut une relation de confiance en fait mutuelle, c'est-à-dire que brandir le droit, c'est pas toujours la meilleure solution non plus, parce que oui, les usagers ont des droits, beaucoup de droits à faire valoir, des droits qui sont souvent méconnus par les professionnels de santé, donc il faut les faire valoir, mais c'est compliqué de rentrer en litige avec le médecin qui s'occupe de nous. Donc l'idée c'est d'essayer de favoriser le dialogue, mais de la part des deux. Il faut une relation de confiance, et puis faut expliquer, faut que chacun explique son positionnement à chaque fois. Loïc Jamoto indique, j'espère que chaque patient n'a pas le Vidal avec lui. Effectivement. Et pourquoi pas?
Non, mais le patient, il vient, on en a déjà discuté, le patient, il vient aussi avec ce qu'il a pu voir sur Internet, par exemple. Et pourquoi pas? C'est-à-dire que un patient qui rentre dans le cabinet par exemple, lors du deuxième entretien dont parlait Miguel, c'est-à-dire qu'il apprend la nouvelle, on lui pose le diagnostic lors d'un premier entretien, et puis on le laisse un peu réfléchir, et puis il revient pour une deuxième consultation avec ses questions. Entre-temps, évidemment, et heureusement, il a eu accès à plein d'informations grâce à Internet, et c'est pas le diable Internet non plus. Il faut pas imaginer que parce que le patient a été consulté Internet, il a lu n'importe quoi, et oui, il y a n'importe quoi, mais il y a aussi des choses intéressantes et des choses utiles pour lui, utiles aussi pour le médecin, pourquoi pas. Enfin, et c'est bien aussi d'équilibrer un peu la relation entre le sachant absolu qui existait avant et le patient qui connaît rien à rien et qui ne doit que boire les paroles du médecin. C'est important aussi qu'il y ait un équilibre dans la relation. Donc le Vidal, non, parce que ce serait difficile à comprendre, quoique parfois il y a des patients qui sont médecins, évidemment aussi, oui, des questionnements qui sont issus parfois de recherches Internet, et elles manquent pas de légitimité. En tout cas, je pense que les médecins notamment ne doivent pas fermer la porte aux recherches Internet et aux questionnements issus éventuellement de recherches Internet de la part du patient. Y compris pour les familles, parce que les patients ont des familles, des femmes, des maris, des enfants, des frères, des sœurs, qui sont aussi préoccupés par leur état de santé et qui peuvent trouver sur Internet des réponses à des questions qu'ils n'oseront pas poser directement aux patients. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour l'entourage. Avant, Nadine, peut-être de poursuivre avec la question suivante sur la crise sanitaire, parce qu'il y a quelques questions sur aussi les spécificités actuelles en lien avec la crise Covid. On a une question sur quelle attitude finalement adopter de la part du soignant lorsqu'il existe 2 traitements de même efficacité et que le patient désire ne pas choisir et qu'il demande du coup au soignant de prendre la décision pour lui. Peut-être une question pour vous, Miguel. Alors, oui, mais ça arrive, ça. Et le nombre de fois où on entend faites comme vous pensez que c'est le mieux, ou ne me parlez pas de tous les effets secondaires parce que ça va me faire stresser. Enfin, ça fait partie du quotidien. Florence, elle a raison. La décision médicale partagée ne doit pas effacer la relation de confiance qui est nécessaire entre les deux acteurs d'une relation de soins, le soignant et le soigné. Ça doit venir en plus, ça doit venir enrichir notre façon de travailler ensemble. Ça doit être, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, plus que des mots, c'est un état d'esprit, une posture, une façon d'être, une façon de travailler, de collaborer. C'est ça, à mon avis, le progrès. On doit abandonner le paternalisme ou ce que vous rappeliez à l'instant, il y avait le sachant qui disait ce que devait faire le soigné, et le soigné, de façon un peu résignée, donnait son consentement. On pourrait même aller jusqu'à dire obéissait, pour prendre cette formulation un peu brutale. Et puis on a quitté cette période pour aller vers ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un rééquilibrage de la relation de soins. Et la DMP fait partie de ce rééquilibrage. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à ça. Moi, le mot médical me gêne parce que ça veut dire que la maladie viendrait presque effacer la personne. Or, je trouve que dans la relation de soins, la personne doit être devant la maladie. Ce n'est pas une maladie en premier, c'est une personne d'abord qui a une maladie, qui a un handicap, mais c'est avant tout une personne. Et donc, c'est redonner de la place à la personne, mais dans sa globalité, c'est-à-dire dans son écosystème, dans ses relations de soins, dans sa vie professionnelle, dans ses projets, dans ses croyances, dans ses craintes, dans ses peurs. C'est beaucoup plus large. Et c'est ça la relation de soins. C'est accepter la personne avec tout ce qu'elle est, toutes ses facettes. Et donc, ça transcende la DMP, me semble-t-il.
Oui, puis c'est indispensable à l'adhésion aux soins, enfin au traitement en tout cas qui est éventuellement préconisé par le médecin. Comment imaginer que la personne elle puisse observer les préconisations médicales si elle est dans un contexte familial, social difficile. Enfin, la personne, elle est effectivement une personne avant d'être un malade. Donc il faut s'interroger aussi sur son environnement familial, professionnel, et sur des choses qui relèvent pas forcément d'un diagnostic non plus médical poussé, c'est-à-dire qu'il faut entendre aussi ces douleurs. Il y a plein de choses qui ressortent pas d'un scanner ou d'un IRM ou d'un bilan sanguin. Il faut écouter aussi le patient dans sa dimension éventuellement douloureuse, dans ses difficultés à prendre tous ces médicaments parce que c'est une femme qui élève seule 5 enfants. Enfin, bon, je vais exprès dans les excès, mais c'est important de prendre en compte ces dimensions-là pour pouvoir mettre en place cette décision médicale partagée. Et pour ça, il faut quand même un temps d'écoute, il faut poser les bonnes questions pour que le patient puisse y répondre. Merci, sachant que l'idée derrière, parce qu'il y a eu des questions aussi sur finalement quels sont les apports pour le patient comme pour le soignant dans le chat, et quelqu'un a fait une réponse très synthétique, c'est Giovanna Marsico qui répond « Meilleure satisfaction, meilleure intégration de la décision et de ses impacts dans la vie de la personne et de son entourage, meilleure adhésion thérapeutique, respect de l'autonomie et de la dignité de la personne, renforcement de la relation patient-professionnel ». Voilà, je la lis parce que c'est un beau résumé effectivement de ces apports pour le patient et puis au final pour le soignant. Nadine, je te laisse peut-être poursuivre sur les questions suivantes. Juste ton micro est coupé, pardon. Voilà, oui. Donc nous vivons une grave pandémie. Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur ces droits en santé ? Et quelle vigilance devons-nous avoir aussi ? Alors c'est assez délicat puisque on est dans une situation où même nos libertés d'aller et venir ont été contraintes. Alors du coup, effectivement, dans le soin se posent d'autres questions. Moi, je pense surtout à ce qui se passe aujourd'hui autour des questions de dépistage de la Covid ou des questions de vaccination. Bon, aujourd'hui, on n'est pas tellement en mesure de refuser la vaccination, quoique bon, il y en a qui ne l'acceptent pas, mais bon, on est plutôt en problème de gestion de stock qu'autre chose. Mais lorsque les vaccins seront tous disponibles, la question va se poser de l'obligation vaccinale, par exemple, ou de ce qu'on commence à entendre sur les passeports, le passeport sanitaire. Et en fait, on va se retrouver dans des situations juridiques de contrainte éventuellement à la vaccination. C'est déjà un peu le cas. Nous, en tout cas, sur Santé Info Droit, on reçoit beaucoup d'appels de personnes qui ont refusé la vaccination, par exemple, dans les EHPAD, des résidents d'EHPAD qui éventuellement refuseraient la vaccination et qui, du coup, se voient réduire leur liberté d'aller et venir ou leur impossibilité de sortir, ou alors lorsqu'elles sortent dans leur famille, elles doivent être isolées. Donc on n'oblige pas à la vaccination à ce stade, mais il y a une contrepartie, c'est-à-dire que si vous faites vacciner, vous recouvrez vos droits d'aller et venir au sein de l'établissement ou en dehors, de recevoir ou pas des visiteurs, parce que la question pourrait aussi se poser. Avant que la vaccination soit disponible, on avait des questions sur le dépistage, par exemple. Est-ce que je peux venir voir mon proche, mais le directeur de l'établissement me demande un test PCR de moins de 2 jours, est-ce que c'est obligatoire ou pas ? Bon, bah là, en soi, vous n'êtes pas obligé de faire ce dépistage, mais si vous ne faites pas ce dépistage, vous n'allez pas voir votre proche. Donc, c'est un consentement contraint déguisé au dépistage. Et la question va se poser de la même façon à propos de la vaccination lorsqu'elle sera disponible pour tous les résidents sur le territoire français. Ça va se poser très probablement aussi pour l'accueil en collectivité. C'est déjà le cas, alors pas pour la Covid, mais pour tous les autres vaccins des maladies infantiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ne peuvent être accueillis à l'école en collectivité s'ils n'apportent pas la preuve d'avoir été vaccinés contre certaines maladies.
il est fort probable qu'on aboutisse à quelque chose comme ça avec la Covid. Enfin, je sais pas, mais ce sera possible en tout cas. Mais même les dépistages, on a aussi l'obligation de les faire quand la CPAM appelle pour dire qu'on a été cas contact ou non? Non. Mais c'est intéressant que vous posiez la question sous cet angle-là, parce que ça veut dire que la communication qui est faite fait penser que c'est une obligation. Mais en réalité, rien, juridiquement, à part les soins psy sous contrainte dont on parlait tout à l'heure, il n'y a rien, jamais rien qui vous oblige à vous faire vacciner ou à vous faire dépister. Aucun texte. Juste, c'est pareil avec la vaccination des enfants, par exemple. Il n'y a pas d'obligation à vacciner vos enfants. Mais par contre, si vous ne les vaccinez pas, il faudra leur faire l'école à la maison, par exemple. D'accord. Enfin, on va quand même vers une évolution de contraintes, puisque ça nous enlèvera une vie sociale. Il y a des vrais enjeux, autres que juridiques, d'ailleurs éthiques, sur notamment, par exemple, l'accès à un restaurant si on ne présente pas le passeport vaccinal. Ça pose vraiment question, effectivement. Oui, c'est clivant, c'est très clivant. Juste pour revenir à l'histoire de la vaccination obligatoire ou pas, moi je trouve que c'est un faux débat. Je parle pour les soignants, hein, évidemment. On a, à l'hôpital, pour y travailler, il faut être vacciné contre l'hépatite B. La question ne se pose plus, c'est jamais posé. Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital il y a de nombreuses années, on m'a dit, voilà, vaccination hépatite B obligatoire, mais ça ne m'a pas posé de problème. Et pas beaucoup de collègues ont été confrontés à des interrogations. Donc, je suis surpris qu'aujourd'hui, ça traduit peut-être une évolution de la société, hein, une forme de défiance un peu. Je suis surpris qu'aujourd'hui, ça puisse faire débat de cette question de rendre obligatoire une vaccination, encore une fois, pour les professionnels. Et moi, je trouve que le problème serait réglé si c'était obligatoire. Bon, je ferme la parenthèse. Concernant les impacts de la pandémie, ce qui me semble le plus préoccupant, et là, je prends un peu de recul, c'est la façon dont ça a majoré les inégalités sociales en santé. C'est-à-dire la façon dont ça a creusé les écarts qui existaient déjà avant cette pandémie entre des citoyens, entre des groupes de citoyens pour l'accès aux soins. Et on le voit bien, les départements les plus vulnérables sur le plan social ont été les départements les plus touchés par le virus, avec une situation qui devenait extrêmement préoccupante, parce que les hôpitaux étant saturés par des patients Covid, avaient du mal à accepter les autres patients concernés par d'autres situations, et notamment les déprogrammations d'intervention, quelle que soit l'indication d'ailleurs, sont évidemment extrêmement préoccupantes, avec des pertes de chance, moi je le dis, hein, avec des pertes de chance pour certains patients, parce que leur situation médicale n'a pas été prise ou n'a pas pu être prise en compte dans les meilleurs délais. Par rapport à la vaccination Covid, c'est assez intéressant en fait ce qui se passe en ce moment sur le choix du vaccin. Enfin, pour revenir à la question de la décision médicale partagée, toute la méfiance qu'il peut y avoir, notamment à propos de AstraZeneca, elle est en train de se transformer en... Enfin, c'est une question qui peut être élaborée sous l'angle de la décision médicale partagée. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui refusent désormais, par exemple, la deuxième dose en AstraZeneca, alors qu'ils sont dans les catégories qui relèvent de l'AstraZeneca, c'est-à-dire plus de 55 ans, sans comorbidité. Enfin, j'ai plus les catégories en tête, mais bon, à la limite, peu importe. Et du coup, ces patients-là, par exemple, ils veulent une deuxième dose de Pfizer. Donc, leur décision à eux de patients, c'est d'avoir une deuxième dose de Pfizer.
mais sauf que le gouvernement ne considère pas qu'il relève de ce vaccin-là. Et puis, que va considérer le médecin, par exemple? Là, on était en train de rédiger notamment un mail sur ce sujet d'un patient, une réponse, et on est assez démunis. C'est-à-dire que là, qui consent? Le patient, lui, ne consent pas à avoir une deuxième dose de AstraZeneca parce qu'il considère, lui, que par rapport à ce qu'il entend, il y a trop de risques, donc il n'a pas envie. Donc c'est son droit, il a le droit de refuser d'avoir la deuxième dose d'AstraZeneca. Mais par ailleurs, il ne peut pas imposer une prescription médicale. C'est intéressant. On peut rappeler ça, que les médecins conservent leur liberté de prescription. C'est-à-dire qu'on peut pas, un patient ne peut pas aller toquer à la porte de son médecin en lui disant je veux que vous me prescriviez du Doliprane, ou là en l'occurrence un tel vaccin plutôt qu'un autre. Le médecin, lui, il a toujours la liberté déontologique de dire non, moi je préconise pas ce vaccin-là pour vous. Bon, dans le cadre de la crise sanitaire, la question peut se poser de est-ce que c'est vraiment la liberté de prescription du médecin, ou est-ce qu'il est dans l'obligation de suivre les préconisations gouvernementales. Ça, c'est un autre sujet. Et puis, on parlait tout à l'heure de consentir en ayant reçu une information loyale, adaptée, explicite. Et je m'interroge sur le côté loyal des informations fournies par les médias. Parce que ce qui intéresse beaucoup les médias nationaux, c'est ce qui fait du buzz, et du bad buzz en général. C'est-à-dire, ce sont les thromboses sous AstraZeneca. Et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas de loyauté dans la façon de divulguer ou de diffuser ces informations, parce que si on fait le point sur le plan strictement scientifique, ce sont des choses qui sont connues, qui existent, qui sont terribles, évidemment. On n'est pas en train de dire qu'une thrombose est un accident bénin, surtout pas, mais rapporté au nombre de prescriptions, on est dans ce qu'on connaît dans d'autres disciplines médicales, avec d'autres traitements, et la façon dont les médias communiquent sur ce sujet, et je comprends parfaitement les citoyens, est très alarmante. Et évidemment, ne contribue pas à rassurer, ou en tout cas à engager les soignants et les citoyens à se faire vacciner avec AstraZeneca. Hein. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'objectivité dans la façon de communiquer des médias sur le Covid en général, sur la vaccination en particulier. Et pour revenir à ce qu'on disait de la DMP, de la décision médicale partagée, si on veut un échange d'informations, il faut prendre des informations qui sont, on va dire, loyales. Et donc, auprès des médecins ou de son médecin traitant, ça me semble une meilleure idée. Oui, je suis complètement d'accord. Mais en fait, il y a trop d'intermédiaires dans ces situations, dans cette situation de la Covid-19. Il y a les médias, il y a effectivement le gouvernement. On est en dehors vraiment de la décision médicale partagée. Et effectivement, je vous rejoins complètement. Si cette décision de vaccinale, elle pouvait se faire dans l'intimité d'un cabinet médical, pour dire, bah voilà, moi, je suis dans telle situation, quel vaccin vous préconisez, parce que j'ai entendu quand même AstraZeneca. Oui, mais monsieur, vous savez, il y a tant pour cent. Enfin voilà, s'il y avait ce temps-là médical d'échange, mais en fait, ça n'est pas le cas, notamment parce qu'aussi cette vaccination, elle passe pas forcément par un médecin, par son médecin traitant, elle passe par un vaccinodrome, et voilà, parce qu'il faut vacciner, Mais du coup, on n'est plus dans cette décision médicale partagée, effectivement, loyale. Oui, et puis l'interlocuteur qui a les connaissances, à défaut d'avoir le savoir, c'est un expert qu'on voit à la télévision. Et alors, je suis impressionné par le nombre d'experts qu'il y a en France. J'en vois un nouveau tous les jours. Donc simplement pour clarifier, pour que ce soit bien clair pour l'ensemble des participants, parce qu'on a des demandes de précision, en résumé, on a le choix de refuser tel ou tel vaccin qui est proposé. Par contre, on n'a pas le choix du vaccin. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, notamment à cause de la disponibilité des vaccins, on n'a pas le choix, non. On a aussi une question, alors on sort un peu de la vaccination, mais on est toujours sur la crise sanitaire. On a une question d'un participant qui interroge sur les reports d'intervention, donc toutes les déprogrammations qui sont faites actuellement.
Et le consentement des patients vis-à-vis des décisions qui sont prises, puisqu'ils ne sont pas consultés par rapport à ces déprogrammations. Ben non. C'est pas une décision médicale partagée. C'est alors j'espère ne pas aller trop loin dans mon propos, mais pour moi c'est un refus de soins ou un report de soins si on veut, mais un refus de soins motivé par un contexte médical. C'est-à-dire que un patient peut se voir refuser des soins dès lors que c'est pas discriminatoire et dès lors qu'il n'y a pas d'urgence vitale. Et donc, la motivation de ce refus peut être d'ordre professionnel ou personnel. Donc, du coup, un médecin peut refuser pour des raisons, là en l'occurrence professionnelles, j'ai pas de place dans mon service pour accueillir monsieur. Il peut refuser pour des raisons professionnelles de délivrer un soin pour l'instant. Donc après, tout le débat est sur hors urgence vitale. Donc, est-ce qu'une urgence vitale, est-ce qu'effectivement reporter une chirurgie ou une chimiothérapie de 6 mois, est-ce que c'est pas vital? Enfin voilà, moi je suis pas un médecin et chaque décision est prise, j'imagine, individuellement pour chaque patient, mais c'est délicat. Pour savoir un peu comment se passent les reports d'intervention, on est bien d'accord qu'il s'agit de chirurgie froide. Hein, c'est-à-dire, par exemple, une cataracte, des dents de sagesse, ce qui peut attendre 15 jours ou 3 semaines. Alors, on n'est pas à des reports à 6 mois, hein, mais c'est vrai que c'est tout à fait négatif et tout le monde fait le même constat. C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Hein, et c'est toute la politique de santé en ce moment. Mais depuis le début d'ailleurs, depuis le mois de mars 2020, c'était tout faire pour ne pas saturer les hôpitaux. Hein, donc, quitte à prendre des mesures tout à fait impopulaires, on est bien d'accord. Hein, quand on a confiné les personnes âgées en EHPAD, quand on a confiné tout le monde à la maison, quand on a fait les couvre-feux, bon, l'idée c'était vraiment d'éviter de saturer les hôpitaux pour empêcher la prise en charge des patients non Covid. C'est tout à fait ça. Et toutes les urgences sont assurées, etc., etc. Mais on n'est pas dans une situation très, très, très facile, on est d'accord. J'ai vu passer, je prends la parole, là je l'ai, je m'en empare. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur la formation des soignants. Bien, ça fait partie, cette prise en compte du patient ou de la patiente comme une personne avec la nécessité de respecter son autonomie, ça fait partie de l'enseignement, à la fois dans les disciplines médicales, mais aussi dans le champ de l'éthique. Hein, j'interviens moi en 3e année. Ça fait partie des choses qu'on apprend, qu'on enseigne aux étudiants, à la fois dans les amphis, mais aussi dans les TD, à travers des situations cliniques où on explique toute la singularité des personnes et toute la façon dont on peut communiquer avec elles sur le mode de l'annonce, etc. Non, ça fait partie des choses. Et puis, juste pour finir sur le sujet, là, ce week-end, samedi, je fais passer les examens de sémiologie à des étudiants de 3e année sur un mode jeu de rôle. Je ferai le patient et ils feront le soignant. Et dans les critères de jugement, il y a la façon, par exemple, et qui est très symbolique, mais très, très importante, de se présenter. La façon dont on dit qui on est et ce qu'on fait quand on rencontre une patiente ou un patient. Et ça fait partie des critères de jugement, d'évaluation des étudiants en médecine dès la 3e année. Donc, on est dans la bonne direction. Il y a encore du chemin, je suis d'accord, mais on va dans la bonne direction s'agissant de la formation. C'était aussi une question qui a été posée parce qu'on a évoqué les apports pour le soignant, pour le patient, pardon, mais quels sont les apports finalement pour le soignant? Puisqu'on a pas mal de participants qui sont des professionnels de santé, étudiants ou professionnels actuellement. L'apport de la DMP,
sur la façon de travailler des soignants. C'est ça que vous demandez, Amandine? Quel est l'apport de la décision médicale partagée pour un soignant, côté soignant? Ça s'appelle pas comme ça, ou ça s'appelait pas comme ça quand j'étais petit, mais c'était d'écouter le patient ou la patiente dans ce qu'il a à dire de la face, au-delà de l'interrogatoire, hein, au-delà de l'interrogatoire. C'est d'écouter la personne dans ce qu'elle a à nous dire de sa vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, de son écosystème, de ses croyances, hein, de façon d'accepter ou pas ce qu'on va lui proposer, et c'est essentiel. Ouais, l'apport pour le soignant, je sais pas, ça dépend si on veut faire une meilleure médecine ou pas. Pour moi, la meilleure médecine, c'est quand même de prendre en compte la personne dans sa globalité. Voilà. Et ce qu'on va apprendre d'un patient nous servira forcément pour le patient suivant et pour tous les autres par la suite. Ça me paraît être par exemple, alors ça va paraître peut-être un peu bête, mais je suis tombée par hasard sur une émission sur France 5 cette semaine sur les oubliés de la santé que sont les femmes. Enfin, en tout cas, c'était le thème de l'émission. Et le médecin généraliste, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, le médecin généraliste qu'on suivait dans ses consultations, il interroge chaque femme qu'il rencontre pour la première fois sur est-ce que vous avez été dans votre vie victime de violences physiques, psychologiques, de quelque sorte que ce soit. Est-ce que quelqu'un est en mesure de considérer que cette information n'est pas importante pour le soin ou les prescriptions qu'on va donner pour espérer, au-delà même du signalement auquel le médecin pourrait participer pour sauver cette femme de victime de violence, on parle même pas de ça. C'est comme le contexte familial dans lequel cette femme va éventuellement prendre ses médicaments, va pouvoir venir ou pas à la consultation. C'est important, c'est pareil, un patient qui annule son rendez-vous sa consultation, c'est pas juste quelqu'un de mal poli, c'est peut-être quelqu'un qui est dans un contexte social ou familial difficile et bon, ça c'est un de mes chevaux de bataille, mais je veux dire lui faire payer une consultation parce qu'il l'a annulée au dernier moment, c'est pas non plus la solution. On comprend qu'il y a un enjeu financier pour le médecin, mais il faut entendre pourquoi ce patient-là ne s'est pas rendu à la consultation. Et si on pose pas les bonnes questions, et ben on trouve pas les bonnes réponses, tout simplement. Je vais me permettre de répondre à la question d'Amandine versus usager, l'intérêt pour le soignant de l'ADMP. Moi, en tant qu'usager, si effectivement on m'explique correctement ce qui se passe, il y a effectivement une relation de confiance qui s'installe et je serai encore plus à même à prendre le traitement qu'on me propose, que je l'aurais compris. Pour le soignant, effectivement, c'est gage d'efficacité, entre guillemets, de ce qu'il propose quand il est bien compris et que l'usager adhère. J'allais dire, c'est la première marche de la guérison, en fait. Effectivement, quand le patient, l'usager adhère, enfin, je me mets à la place d'un patient, effectivement, quand l'usager adhère, effectivement, le traitement ou le soin qui est proposé est d'autant plus efficace. Merci Guillaume pour cette intervention côté usager, côté patient. Pour les dernières minutes, peut-être de vous laisser la main, Guillaume, pour clôturer. Oui, je rebondis sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure, que globalement en France, entre guillemets, on n'est pas très bon, entre guillemets. Vous avez évoqué que dans d'autres pays, ça marche plus, la DMP. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Monsieur Jean, vous avez donné quelques pistes par rapport à la formation, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, effectivement, cette décision médicale partagée soit, comment dire, plus partagée, effectivement, que l'usager soit plus actif dans sa démarche de soins.
on pourrait refaire des webinaires comme celui-là, c'est-à-dire creuser le sillon, le prolonger. Ça me semble important, cette affaire-là, parce que à l'espace éthique, quand on fait des webinaires, on veille à chaque fois, et je remercie Amandine parce qu'elle nous accompagne dans ces initiatives, on essaye à chaque fois d'asseoir autour de la table un représentant d'usagers, en tout cas quelqu'un qui porte la parole de ceux qui sont soit accompagnés, soit soignés. Et je trouve que ça fait partie des petites pistes qu'on pourrait identifier pour justement conforter cette posture de retour à une symétrie et à une codécision, voilà, codécision ou décision médicale partagée. Enfin, on ne va pas faire de la sémantique, on a compris ce qu'on voulait dire. Ça peut contribuer, ça, d'associer, même dans les réunions professionnelles, les usagers pour ce qu'ils ont à nous dire des thématiques. On a fait, il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu que M. Chouanet était dans les participants, on a pu profiter de son témoignage et de ses idées sur cette question. Et voilà, ça c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire pour aller dans la direction de cette DMP qui redonne une place au patient ou à la patiente, une place qui n'aurait jamais dû être perdue d'ailleurs. Et vous avez parlé de la formation initiale, me semble-t-il, mais il y a aussi la formation continue qui me semble indispensable, en sciences sociales et en sciences humaines. Je pense qu'il y a de la formation continue sur les disciplines médicales, j'imagine, mais il faut continuer. On connaît la longueur de la carrière de médecin et que je pense qu'il y a des choses qui s'oublient avec le temps, même si la fréquentation des patients est quotidienne. Voilà, il faut réinjecter un petit peu de savoir de patient aussi dans les esprits des professionnels de santé. Effectivement, on a beaucoup parlé des médecins, mais il n'y a pas que les médecins qui sont impliqués dans la décision médicale partagée. J'ai vu passer dans les commentaires le rôle des infirmiers, notamment dans le dispositif d'annonce du cancer. Enfin voilà, il y a énormément d'autres professionnels impliqués, mais c'est vrai que dans les témoignages qu'on peut recevoir, malheureusement, c'est souvent le médecin qui prend pas le temps suffisant en tout cas considéré comme suffisant par le patient pour expliquer les choses et finalement associer le patient dans la décision médicale. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des médecins. Très bien, merci. Et peut-être aussi pour un dernier mot, parce qu'il y a eu un commentaire dès le début du webinaire sur aussi peut-être un manque d'information et de communication auprès des usagers eux-mêmes sur ce droit en fait fondamental et l'importance aussi et l'intérêt que ça a pour leur santé de participer à toute décision de soins qui les concerne. Alors qu'on l'a vu quand c'est bien entendu possible et pertinent. Mais ça, c'est possible et pertinent dans beaucoup de situations et on a quand même une marge de progrès importante possible en France. Et à ce niveau-là, notre délégation France Asso Santé Pays de la Loire est engagée sur une campagne de communication actuellement en phase test dans plusieurs maisons de santé pluriprofessionnelles de la région Pays de la Loire, pour informer et sensibiliser les patients à s'impliquer, à participer davantage dans les décisions de soins qui les concernent en premier lieu. Voilà, donc c'est aussi important de, sans doute, identifier et activer tous les leviers possibles, que ce soit côté professionnel de santé, soignant ou patient. Guillaume, Nadine, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Moi, je voulais dire que la décision médicale partagée, c'est bien. Il faut qu'on le fasse savoir. Il faut que les gens l'utilisent. Il faut qu'ils la comprennent. Par contre, il y a le petit, je ne sais pas si on peut dire comique, parce que ça ne l'est pas. C'est au niveau de la pandémie où, au final, il n'y a que là, pour les vaccins, qu'on n'est pas sur la décision médicale partagée, qu'on est obligé de faire ce qu'on nous demande. Puisque même les médecins ne peuvent pas les prescrire. Donc,
Là, on est dans l'obéissance, ou alors on ne se fait pas vacciner, effectivement, puis on se coupe de la vie sociale. Alors moi, je voulais juste rajouter au niveau des usagers, effectivement, c'est un droit qui est méconnu. Donc, toute action d'information et nous, représentants des usagers, on a certainement un rôle à jouer sur effectivement expliquer ce qu'est ce droit, sachant qu'il faut le manipuler avec précaution parce que l'idée, ce n'est pas de monter l'usager contre le soignant et inversement, c'est vraiment une collaboration, quoi, en fait, qu'il faut rechercher, mais effectivement, il faut communiquer parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde, tous les usagers soient au courant, effectivement, il y a cette possibilité-là de dire à son soignant, ben non, effectivement, ça me serait difficile. Autre question, et là je m'adresse au médecin, monsieur Jean, est-ce que la communauté médicale est prête, parce qu'on a compris quand même que c'était un peu une révolution culturelle, hein, cette histoire de partage d'informations. Alors, partage de décisions, je ne suis pas sûr, mais partage d'informations. On passe du sachant plein pouvoir au sachant qui partage. Est-ce que la communauté médicale est prête pour ce type de révolution culturelle, à votre avis? Votre micro est coupé, Miguel. J'avais coupé mon micro, pardon. Oui, la communauté est d'autant plus prête que les étudiants s'inscrivent bien dans ce qu'on leur propose en termes de communication avec les patients. Ça répond vraiment à une évolution, mais même de la société au-delà de la communauté médicale. Et avant d'être des médecins, les soignants sont des citoyens. Hein. Donc, non, je suis assez optimiste sur la façon dont évoluent les choses. Bon, voilà. Je suis positif. Très bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on arrive au terme de ce webinaire. Donc un grand merci à Florence, à Miguel pour ces éclairages sur la décision médicale partagée. Petite précision aussi de Sandrine Hill du département de médecine générale par rapport à la campagne de communication qui est menée actuellement en phase test. Effectivement, on l'amène en partenariat avec le réseau de soins primaires et le département de médecine générale de la Fac de Nantes. Donc on bénéficie aussi de leur appui pour cette phase test. Et merci à Nadine et à Guillaume pour l'animation de ce second webinaire France Asso Santé Pays de la Loire. Très bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Et à bientôt. Merci Amandine. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.